socialiste Roland Dumas, élu président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, élection surprise grâce aux voix du Front national et aux divisions internes RPR-UDF. Raymond Barre à Lille évoque sa candidature à la présidence de la République. Opération chirurgicale aux États-Unis sur un fœtus de 26 semaines, retiré puis replacé dans le ventre de sa mère, c'était il y a 1 an. L'enfant va bien. Nous sommes le jeudi 9 octobre 1986. Cela fait 566 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine, 505 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 215 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2, et 155 jours de détention pour Camille Sontag. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir. Surprise à l'Assemblée nationale où l'on procédait aujourd'hui à l'élection du président de la Commission des Affaires étrangères. Normalement, ce devait être un membre de la majorité pour remplacer Jean Le Canuet, devenu sénateur. Normalement, cette élection devait profiter au candidat Bernard Stasi. Mais comme le vote est secret, au 3e tour, le socialiste Roland Dumas a été élu, bénéficiant de dissensions RPR-UDF et surtout de l'appui des voix du Front national. Explication Daniel Brem. Un hémicycle quasiment déserté pendant le débat sur la loi Léotard, mais des couloirs tout bruissants de confidences. Cet après-midi, l'Assemblée n'avait Dieu que pour Roland Dumas. Un comeback tonitruant pour l'ancien ministre socialiste, élu contre toute attente, président de la Commission des Affaires étrangères. Au 3e tour, 5 voix ont fait la différence, 5 voix de droite qui se sont portées sur le candidat de gauche. Je ne me livre à aucun calcul, aucune supputation. Je le constate. Je constate que 35 voix m'ont élu contre 31 à M. Stasi. Comme par ailleurs, c'est un vote personnel et secret, très difficile d'aller savoir quelles étaient les motivations des uns et des autres et d'où provenaient les voix en présence. Le battu, Bernard Stasi, lui a sa petite idée sur la question. Sur les 5 voix qui lui ont manqué, 4 viennent de l'extrême droite. Roland Dumas est élu grâce aux voix du Front national et qu'il les a acceptées. Alors, lorsque le Parti socialiste se permet de donner des leçons, maintenant je crois que nous pourrons rire. Au Front national, on ne dément pas avoir préféré un socialiste bon teint à un UDF suspecté de sympathie pour les immigrés. Il est très clair que nous n'avons pas voté pour M. Stasi, voilà, et que nous n'avons jamais eu l'intention de voter pour M. Stasi. C'est tout à fait public, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi beaucoup de membres du RPR et de l'UDF qui ont fait la même démarche. En effet, il a fallu attendre le 3e tour pour que Bernard Stasi fasse enfin le plein des voix de la majorité, le plein moins une, un premier accroc dans le pacte majoritaire. J'accuse des hommes qui n'ont pas fait leur devoir, car il y a eu un accord entre RPR et UDF. Il y a des ministres CDS qui apportent leur concours loyal et efficace au gouvernement. Il ne s'agit pas qu'à l'arrière, il y ait des députés qui se réclament de la majorité et qui aient des comportements, je dirais, totalement contraires à l'unité de la majorité. Le groupe RPR jure qu'il n'a rien à se reprocher. Une chose est sûre, la défaite de Bernard Stasi risque de tendre les rapports au sein de la majorité à quelques jours de la discussion budgétaire. On vient de le voir, cette élection de Roland Dumas est considérée avec inquiétude dans les rangs du CDS. Et l'ancien Premier ministre Raymond Barre, qui se trouvait aujourd'hui à Lille, a commenté cet élément nouveau de la vie de la majorité. Puis M. Barre consentait du bout des lèvres à répondre à Olivier Lerner pour Antenne 2 sur sa candidature future à l'élection présidentielle. Vous avez à tout prix décidé de me tirer les vers du nez. Oui, et il a parlé. Raymond Barre est donc sorti de son mutisme qui le caractérisait depuis le 16 mars. Raymond Barre était venu parler ici à Lille de la participation dans l'entreprise, la grande réforme française de notre siècle, comme le disait le général de Gaulle. Mais l'ex-premier ministre a finalement cédé à la tentation. Première question d'actualité, l'élection de Roland Dumas. Oui, je ne sais pas quelles sont les voix qui ont manqué. J'enregistre un résultat. On a dit au moment où je partais que c'était les voix du Front national qui s'étaient portées sur M. Dumas. À lui de choisir les voix qu'il désire. Deuxième question, sa rencontre mercredi prochain à Paris avec Giscard d'Estaing. Je crois qu'aujourd'hui... le président Giscard d'Estaing. Pardon ? Vous êtes un homme heureux, Raymond Barre, de pouvoir rencontrer Moi, Giscard je suis d'Estaing. un homme heureux. Est-ce que vous me voyez avec un air malheureux ? Il y a des quantités d'événements qui me rendent heureux. Nous en parlons. Troisième question brûlante, les présidentielles. Je crois que je ne changerai pas ma ligne de conduite
qui est de me tenir tout à fait à l'écart de cette agitation que je trouve, je l'ai dit, tout à fait inopportune. Pourtant, Charles Millon confirmait bien ce matin, quoi qu'il arrive, votre participation, votre candidature à la candidature. En doutiez-vous? Non. Et vous? Alors je vous laisse le soin de répondre. Demain matin, Raymond Barre se rendra dans la maison natale du général de Gaulle. Il pourra voir de près le buste du général, la déesse du général et l'affiche du général. Une affiche conçue pour les présidentielles de 1965. Raymond Barre pourrait bien s'en inspirer si à tout hasard il s'intéresse à la question. Claude Labbé vient de déclarer, Claude Labbé c'est le vice-président de l'Assemblée nationale et l'ancien président du groupe RPR, vient de déclarer à propos de l'élection de Roland Dumas à la présidence de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Cette élection incombe à l'UDF qui aurait dû choisir un candidat susceptible de faire l'unanimité. Une pierre dans le jardin de M. Stasi. Alors Jean-Louis Le Senne, est-ce qu'on peut parler de fissure, de lézarde au sein de la majorité? Vous savez, pourquoi aurais-je un doute sur l'union de la majorité, disait Jacques Chirac au cours de sa dernière conférence de presse, puisqu'il ne m'a jamais manqué une seule voix à l'Assemblée. Et c'est vrai, ou plutôt c'était vrai. Car au fur et à mesure que se rapproche l'échéance présidentielle, les appétits s'aiguisent et les vieilles rancœurs réapparaissent. Première lézarde dans le mur de béton de la majorité, hier soir, Valéry Giscard d'Estaing déclare que l'usage répétitif du 49.3 le trouble. Une pierre dans le jardin de Jacques Chirac, qui fait immédiatement répondre par son porte-parole Denis Baudouin qu'un des leaders du PR, l'ancien président de la République, merci pour lui, se trompe de combat car la nouvelle loi électorale a déjà été largement débattue. Le gouvernement engagera donc sa responsabilité très rapidement, dit-il. Deuxième accroc, au sein même de l'UDF. PS plus PC plus Front National forment un front du refus, style 4e République, pour empêcher l'élection du bariste Bernard Stasi à la présidence de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée. Le parti de Jean-Marie Le Pen préfère visiblement le socialiste Roland Dumas à l'auteur d'un livre intitulé « Immigration, une chance pour la France ». Troisième choc de la journée, dans le camp des baristes cette fois. Sans que ce soit vraiment une surprise, Raymond Barre décide de dire, entre les lignes comme d'habitude, qu'il s'engage dans la bataille présidentielle, tout seul comme un grand, et sans avoir consulté qui que ce soit à l'UDF. Évidemment, cela fait désordre au moment où Jacques Chirac a plus que jamais besoin de la majorité dans son ensemble. Hélas pour lui, il n'avait pas dans son arsenal ce matin, pour l'élection à la présidence d'une commission, l'arme absolue du 49.3 qui permet de mettre toute la majorité au pas. On ne sait toujours pas avec certitude qui ce matin a voté avec la gauche. Les votes secrets sont secrets. Dieu merci pour l'union de la majorité. En Pologne, 10 jours après l'annonce par Lech Wałęsa de la création d'une nouvelle direction nationale de solidarité, les autorités polonaises ont répliqué en décrétant illégale cette nouvelle direction, ajoutant que cela pouvait constituer un danger pour l'ordre public polonais. Commentaire Édouard Laure. Motif officiel invoqué par les autorités de Varsovie, le Conseil provisoire de solidarité, tous d'anciens clandestins, n'a pas été enregistré comme le veut la législation. Et pourtant, le gouvernement avait agréablement surpris, il y a un mois, en décrétant une amnistie générale pour les détenus politiques. Lech Wałęsa avait à son tour avancé un pion, la création au grand jour d'un Conseil provisoire de solidarité, mais avec les principales têtes du mouvement clandestin interdit et avec l'habileté de ne pas y faire figurer son propre nom. Lech Wałęsa y cherchait une ouverture vers le dialogue sans céder sur l'essentiel. Les autorités y ont vu un défi. Ce Conseil, comme tout ce qui touche au nom de solidarité en Pologne, devient à son tour illégal, avant sans doute une nouvelle série d'interpellations et d'arrestations. Et en tout cas, avec la désagréable impression de se retrouver à la case départ avec des citoyens polonais, les mêmes, qui n'ont pas d'autre choix que de retourner dans la clandestinité et d'un pouvoir politique intraitable. L'URSS a autorisé Mme Florova à quitter son territoire avec son époux. Mme Florova est la sœur de Mikhail Sherman, juif émigré soviétique atteint de leucémie et vivant actuellement en Israël. Mikhail Sherman, âgé de 31 ans, attend une greffe de moelle osseuse que seule sa sœur, ici, peut lui fournir. Mme Florova avait fait une grève de la faim pour quitter l'URSS avec son mari. C'est un responsable soviétique qui a annoncé cette information à Reykjavik, en Islande, et ce 48 heures avant la rencontre Gorbatchev-Reagan. Ronald Reagan est arrivé en Islande ce soir et pour la première fois depuis 20 ans, la télévision islandaise a couvert cet événement un jeudi soir. Il faut en effet savoir que le jeudi soir est un jour sans télévision en Islande. En Indonésie, plusieurs ambassadeurs de pays occidentaux, mais pas la France, ont protesté après les exécutions des dirigeants communistes. Georges Marchais a adressé une lettre aujourd'hui au président Mitterrand, lui reprochant d'avoir ironisé sur cette question des droits de l'homme lors de sa visite en Indonésie le mois dernier.
Aujourd'hui, le Parti socialiste a condamné fermement ces exécutions de communistes qui furent jugées il y a 15 ans. Martine Naro-Joubert évoque le sort de ces dirigeants communistes indonésiens. Vengeance à froid. Plus de 20 ans après l'emprisonnement de ces communistes indonésiens, 9 de leurs compagnons viennent d'être exécutés. L'épilogue d'une histoire ancienne que personne en Indonésie ne peut oublier. Le 30 septembre 1965, un complot éclate contre l'État. Premier accusé, le Parti communiste indonésien, le plus puissant d'Asie après le PC chinois. La répression est sanglante. Plus d'1 million de morts entre 1965 et 1967. Plusieurs millions d'Indonésiens arrêtés ou déportés. Une chasse aux sorcières féroce. Le Parti communiste mis hors la loi. Les procès s'enchaînent. Les hommes qui ont été fusillés cette semaine ont été condamnés à mort il y a 15 ans pour avoir trempé dans le complot. Ces condamnations, ces exécutions sont contraires à ce qu'avaient pu nous dire les autorités indonésiennes jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu d'exécution depuis à peu près une dizaine d'années en Indonésie et nous avions toujours eu des informations nous disant que ces personnes-là ne seraient pas exécutées. Je dois également dire que d'autres exécutions sont malheureusement à prévoir en Indonésie. D'autres membres du PKI sont actuellement détenus, condamnés à mort et on peut craindre le pire pour eux. Sur ces exécutions à retardement ordonnées par le président Suharto, 2 hypothèses. L'Indonésie traverse une crise économique dont pourrait profiter l'opposition. Il s'agirait alors d'une diversion. Ou bien le président Suharto tiendrait une sorte d'équilibre macabre entre la répression exercée d'un côté contre les intégristes musulmans, de l'autre contre les communistes. Un juste milieu qui remplit les prisons. Il y aurait aujourd'hui plus de 2000 prisonniers politiques en Indonésie. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit accorder demain un nouveau mandat de 5 ans au secrétaire général des Nations Unies, M. Pérez de Cuéllar. M. Pérez de Cuéllar est péruvien, il est âgé de 66 ans. Ce soir, à 22h50, dans le magazine Résistance, je vous invite à regarder notamment une partie de ce document, vous voyez maintenant, un document concernant l'ex-prisonnier cubain Armando Valladares. Ce dernier fut libéré après 22 ans de prison sur intervention du chef de l'État français, mais la police cubaine ne le lâche pas et fait diffuser ce document montrant Valladares non pas paralysé, comme il le prétendait, mais en bonne forme. Dans Résistance, Valladares commente lui-même ce document de la police cubaine. Selon le magazine L'événement du jeudi, la France aurait signé un accord secret avec l'Iran, selon lequel Paris fournirait des armes à Téhéran tout en limitant ses exportations militaires à l'Irak. Information totalement démentie par le porte-parole Denis Baudouin du Premier ministre. L'événement du jeudi ajoute que peu après le 16 mars, 2 émissaires de M. Chirac se seraient rendus à Damas pour faire savoir aux Syriens que la page Mitterrand était tournée. Un militant palestinien, Rachad Ibrahim, interpellé juste après l'attentat commis au bureau de poste de l'hôtel de ville de Paris le 11 septembre dernier, est en attente d'expulsion. Tous les recours ont été épuisés. Selon ses défenseurs, Rachad Ibrahim paie ainsi son refus de collaborer avec les services secrets français. Explication Françoise Champet. Depuis près d'un mois, sous la menace de l'expulsion, Rachad Ibrahim, 34 ans, d'origine palestinienne, vit ici à Sarcelles depuis 14 ans. Marié, père de 2 enfants, il est menuisier. En septembre dernier, au lendemain de l'attentat de l'hôtel de ville, il est pris dans une rafle de la DST en compagnie de 11 autres personnes originaires de pays arabes. Tous sont mis hors de cause à l'issue de la garde à vue, mais Rachad et 9 autres font l'objet d'un arrêté d'expulsion dans le cadre de la procédure d'urgence absolue. Le ministère de l'Intérieur les accuse d'avoir fourni un soutien logistique aux poseurs de bombes. Il faut présenter des coupables. Et comme par hasard, c'est tombé sur moi, comme ça peut tomber sur n'importe qui. Il fallait prendre un Palestinien, il fallait prendre des Libanais pour donner une leçon, à mon avis, à tous les Libanais et à tous les Palestiniens, et à travers de ça, à tous les Arabes. Et bien moi j'ai dit, ils ont commencé par moi, mais ils ne vont pas arrêter. Ces activités publiques en France, des prises de position politiques en faveur de l'OLP et de la cause palestinienne, mais aucune participation connue à tout acte de violence. Ce matin, pourtant, le tribunal civil de Paris vient de lui refuser un sursis à l'expulsion. Le tribunal a été, semble-t-il, sensible à 2 arguments. Premièrement, les opinions pro-marxistes que le ministre de l'Intérieur prête à Rachad Ibrahim, et deuxièmement le fait que des sources sûres indiqueraient qu'il aurait aidé à implanter des réseaux terroristes en France. Si tel était le cas, Rachad Ibrahim ne devrait pas être expulsé. Il devrait être traduit conformément au code pénal de ce pays devant les assises. Ce n'est pas par des atteintes aux droits de l'homme
que l'on vaincra le terrorisme, et ce n'est certainement pas en expulsant des innocents que l'on arrêtera la main des coupables. Rachad Ibrahim est assigné à résidence chez lui à Sarcelles. Il attend. À tout moment, il peut être séparé de sa femme et de ses 2 enfants et embarqué dans un avion à des milliers de kilomètres. L'épouse d'Yves Chalier, l'ancien chef de cabinet du ministre de la Coopération, Christian Nucci, a été interpellée, placée en garde à vue hier à Quimper et elle vient d'être inculpée de complicité d'abus de confiance et recel d'abus de confiance. Yves Chalier, qui est actuellement en fuite, lui aurait donné 1 300 000 francs. Madame Chalier a été laissée en liberté sous contrôle judiciaire. Ouverture à Paris devant la 10e chambre correctionnelle du procès de Maurice Joffo, accusé de recel et de vol aggravé. Maurice Joffo aurait ainsi accumulé plusieurs milliards de bijoux et de lingots d'or. L'ex-coiffeur parisien est âgé de 57 ans. Les juges se sont surtout intéressés aujourd'hui à sa personnalité. Compte rendu Paul Lefebvre. Qui est-il réellement, Maurice Joffo? Et pourquoi est-il là avec sa femme et ses complices, accusé d'être le plus grand receleur de Paris? L'explication, au départ, il y a longtemps, vient peut-être de sa mère, morte depuis de chagrin, juive expulsée de Russie et qui, avec ses bijoux cachés dans ses vêtements, a pu faire survivre la famille. Les bijoux, la réserve ultime, la survie. Et puis ensuite, le gamin de 12 ans, lui, Joffo, qui s'échappe avec son petit frère des recherches nazies et s'en va seul pendant que la famille est raflée. Au départ, cela. Plus la réelle passion des bijoux, de l'or, des pierres. Tentation répétée qui gomme peu à peu les scrupules, la curiosité de savoir d'où viennent les butins qu'on lui propose. La justice, elle, n'aime pas les trésors mystérieux. Devant elle, aussi, les femmes et les hommes auxquels on a volé la montre du grand-père ou le collier de mariage. Entre Joffo et ces gens, il y a le voleur inconnu, celui qui a violé l'appartement et qui est parti en laissant des vides. Pour eux, et pour l'heure, Joffo est celui qui a racheté en cachette ces choses qu'on ne vend pas. Aujourd'hui, le souvenir pèse lourd. Le pourvoi en cassation signé et formé par le garde des Sceaux Robert Badinter contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône condamnant Luc Tangor, âgé de 27 ans, à 15 ans de réclusion criminelle, il était accusé de plusieurs viols commis à Marseille, a été déclaré irrecevable aujourd'hui par la chambre criminelle de la cour de cassation. Au salon de l'auto à Paris, qui soit dit en passant ne connaît pas une très grosse affluence, on remarque à peine la 2 chevaux. Et pourtant la Dodoche se porte très bien, on en fabrique 300 par jour. La première fut construite en 1947. Mais plus curieux, ce sont les Allemands qui se montrent les plus fanas. 14 000 2 chevaux vendus en Allemagne chaque année. Reportage Michel Meyer. Incroyable mais vrai. Peint en vert, la couleur politique préférée des jeunes Allemands, Citroën vend désormais plus de 2 chevaux en Allemagne fédérale qu'en France. Depuis des années, la 2 chevaux est appelée Ent en Allemagne, traduire canard, moins en raison de sa forme que de sa vitesse limitée. J'aime la 2 chevaux, nous dit-on ici, parce qu'elle est bon marché, originale et taillée pour mon âge. Dans l'actualité, la production doit être 120 voitures par jour en France. L'Allemagne va consommer cette année 15 000 de cette production, alors que la France consommera vraisemblablement 12 500 voitures. L'Allemagne, pour Citroën, donc l'Allemagne est devenue le premier marché européen de la 2 chevaux. Les clients typiques sont toujours des jeunes, des gens dynamiques, des anticonformistes, beaucoup de femmes et des fidèles. Ainsi, s'il n'en tient qu'aux Allemands, la 2 chevaux a toutes les chances d'être éternelle. Elle reste pour eux une voiture passion, le symbole sympathique d'une liberté à la française. La 2 chevaux est aussi fidèle, ce qui est plus ambivalent, à l'image gentille mais un tout petit peu superficielle qui reste encore celle de la France chez nos voisins d'outre-Rhin. La société Bernard Tapie va se transformer peu à peu en société anonyme. Bernard Tapie veut vendre 20% des parts de son groupe. La valeur de la société anonyme est estimée à 1 milliard de francs. Ce serait un bon moyen pour Bernard Tapie de se préparer à des prises de participation dans des sociétés à privatiser comme TF1. Enquête Nicolas Jacobs. L'athlète aurait-il une crampe ? Après avoir édifié au pas de charge, certains disent avec des méthodes cavalières, un empire qui pèse un bon milliard de francs, Bernard Tapie se désengage. Quelques entreprises comme Wengler, les vêtements, ont été vendues ou sont à vendre. Mais aujourd'hui, Tapie va plus loin. Il est prêt à céder 20% de son groupe à des financiers tels que banques ou compagnies d'assurance. La raison de ce changement de stratégie ?
Pas question de parler de difficultés, ce seul mot fait hurler Tapie. Non, l'opération doit rapporter 200 millions de francs, une cagnotte bien utile en ces temps de privatisation. Le fait est que les circonstances de notre vie française aujourd'hui nous amènent à penser que dans quelques mois, il risque d'y avoir des redistributions de secteurs industriels qui sont pour l'instant nationalisés. Et ce serait dommage que je sois absent de ce qui risque d'être distribué. Vous avez parlé de nationaliser, donc de privatisable. Vous avez déjà des idées? Moi, vous savez, je reste toujours dans mon métier. Il ne faut pas faire le métier qu'on ne sait pas faire. Moi, mon métier, c'est les produits grand public. Et il va y avoir dans les désindustrialisations des secteurs d'activité qui visent ce métier-là, le métier du grand public. Et donc c'est pour ces métiers-là que je me prépare à avoir des disponibilités importantes. Le secteur grand public, c'est par exemple TF1. Bernard Tapie, en compagnie de l'entrepreneur Francis Bouygues, s'y intéresse de très près. C'est aussi Thomson, une belle affaire que Tapie espère bien accrocher à son palmarès. Mais outre de nouvelles possibilités d'achat, cette alliance avec des financiers reconnus, ce sera, espère Tapie, la consécration. L'académicien immortel Michel Droit, conseiller à la direction du Figaro, a été élu par ses pairs de l'Académie française pour les représenter à la Commission nationale de la communication et des libertés. Cette commission doit remplacer la haute autorité, elle comprendra 13 membres. Il y a un peu plus d'un an, au mois de juillet 1985, un chirurgien de l'Université de Californie à San Francisco opérait un fœtus atteint d'un blocage total des voies urinaires. Le chirurgien avait dû retirer le fœtus de l'utérus de sa mère avant de le replacer après opération. Aujourd'hui, l'enfant va bien. Cette opération a été révélée il y a quelques jours. Explication, Lucie Soboul. C'est lors d'une échographie pendant la grossesse que la malformation a été découverte. Sans opération, elle pouvait être fatale à l'enfant. Les médecins ont tout tenté. Ils ont d'abord incisé le ventre, puis l'utérus maternel sous anesthésie générale. Le fœtus n'avait alors que 6 mois et demi, ses voies urinaires étaient complètement bloquées. Les chirurgiens ont pu alors retirer à demi le fœtus de l'utérus maternel, tout en le tenant par les jambes, tandis que son buste et sa tête demeuraient attachés au placenta. C'était la 9e fois qu'une telle intervention était tentée, pendant la grossesse, par cette équipe américaine. Dans le cas de ce fœtus, c'est l'urètre qui était bouché. Ce conduit permet à l'urine d'être évacuée. En cas de lésion, c'est tout l'appareil urinaire, vessie, reins, uretère, mais aussi les poumons qui peuvent être touchés dans leur développement. Les chirurgiens ont alors percé l'abdomen du fœtus pour atteindre la vessie, l'ouvrir et permettre à l'urine de s'écouler. L'opération n'a duré que quelques minutes. Le fœtus a été alors replacé dans l'utérus maternel. La grossesse s'est poursuivie normalement. Pour les équipes françaises, si la technique est au point, son emploi est encore bien trop hasardeux. Les risques de la mère sont importants. On ouvre l'utérus à 26 semaines, on l'ouvre une deuxième fois pour extraire l'enfant par césarienne à terme. C'est-à-dire que ça veut dire 2 cicatrices utérines avec une fragilisation de l'utérus très très grande qui va mettre en péril les grossesses suivantes. Et vous estimez que de toute façon on ne connaît pas suffisamment ce qui se passe dans le système urinaire du fœtus ou dans le fœtus pour qu'il vaille la peine d'entreprendre aujourd'hui de telles opérations? Pour l'instant, on n'est pas encore capable de fixer le pronostic de ces enfants. C'est-à-dire que si on se met à faire ce genre d'intervention, on va le faire parfois pour rien, parce que le fœtus va mourir de toute façon, ou parfois pour rien, parce que le fœtus n'en a pas besoin. Et donc ce qu'il faut, c'est sélectionner les patients qui, à coup sûr, peuvent bénéficier de cette intervention, surtout qu'il y a un risque maternel. Un an après, l'enfant n'est pas pour autant tiré d'affaire. Le fonctionnement normal de ses voies urinaires a dû être établi après sa naissance, mais ses reins sont en mauvais état. Aujourd'hui, les médecins s'interrogent, il fallait tout tenter pour le sauver, mais peut-être pas à ce prix. Retour d'une navette spatiale sur le pas de tir de Cap Canaveral en Floride. C'est la première fois depuis la catastrophe de Challenger au mois de janvier dernier que la NASA recommence des essais et notamment des tests de sortie d'urgence pour l'équipage. Commentaire Patrick Esther. Pour la première fois depuis l'explosion de Challenger, les Américains ont donc remis sur le pad 39 de Cap Canaveral une navette. Son nom, Atlantis. Mais celle-ci ne redécollera pas avant février 1988 dans le meilleur des cas. Il s'agit aujourd'hui de tester le système de sortie d'urgence pour améliorer la sécurité de l'équipage,
ainsi que de revoir les téléphériques qui relient la cabine à un blocos au pied de la tour. L'expérimentation des nouveaux systèmes durera 7 semaines. À Huntsville, pendant ce temps-là, les essais des nouveaux boosters se poursuivent, des travaux qui avaient en réalité commencé quelques mois avant même l'explosion. Bonne nouvelle pour les passionnés de tennis et pour Antenne 2. L'Open de tennis de Paris-Bercy qui aura lieu du 27 octobre au 2 novembre prochain sera retransmis en direct et en exclusivité sur Antenne 2. Philippe Chatrier, le président de la Fédération française de tennis, et Jean Drucker, PDG d'Antenne 2, ont signé aujourd'hui le contrat. Il y avait un quartet aujourd'hui à Évry. J'espère que vous avez trouvé 4-3-2-9. 4, c'est Mirbeau, 3, Abrège, 2, Yapur, 9, Cavalieri d'Oro. Et voici les rapports pour 5 francs. Joli rapport dans l'ordre, 53 739 francs 50. Je vous propose un concert de Pierre, plus exactement Nicolas Frise, compositeur, réalisateur de concerts de sirènes de bateau, de concerts de jouets mécaniques, de concerts de machines-outils et de concerts de baisers, persiste dans son choix de musique insolite et vient de présenter un concert de Pierre au Musée d'Art Moderne à Paris. Voyez le reportage de Philippe Menu. Bien avant l'ancienne Égypte, pour l'homme du Paléolithique, la musique était de pierre, de gravillons, de cailloux, de galets, une musique rock. Grès de Fontainebleau, quartz de Bolivie, l'os du Massif central s'accordent pour un concert de pierre. J'ai trouvé des phonolites, des agates, des ardoises qu'on pouvait accorder en rognant avec un burin le bord de la pierre et on peut avoir des notes précises, un do, un la, un ré. J'ai donc commencé à chercher plein de pierres que je pouvais accorder pour créer des instruments sonores. Les pierres, je les ai réunies grâce à la complicité de toute la profession de la minéralogie, de la géologie. D'un côté les musées de minéralogie, puis de l'autre côté les professions, les carrières, les tailleurs de pierre, les marbriers, les couvreurs de toit en ardoise ou en lauze et les gens qui font de l'argile. En fait, toute la profession s'est réunie autour de ce concert et m'a considérablement aidé. Alors Nicolas Frise, l'obélisque. La bémol. Bon, vous nous jouez quoi, Laurent, pour la météo ? Ah bah écoutez, comme vous avez parlé de concert de pierre et de concert de baiser, bien demain ce sera le concert du baiser de la perturbation. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais regardez la photo satellite, elle est magnifique par contre. Avec donc toujours une zone de haute pression, un anticyclone sur l'Europe de l'Est, ça c'est fini. Toujours des brouillards qui ont persisté toute la journée sur l'Aquitaine et sur le Lyonnais. Et puis le baiser de cette perturbation là sur l'Atlantique qui va venir recouvrir demain toute la moitié nord du pays, ce qui nous donne un temps gris pour demain sur la moitié nord et demain et peut-être même samedi. On regarde le temps prévu pour demain. Absolument, le voilà, je vous le disais, sur toute la moitié nord, un ciel gris avec peut-être même quelques petites perturbations sur le littoral de la Normandie et de la Bretagne, alors que sur la moitié sud, après la dissipation des brumes matinales, comme on dit, eh bien le ciel sera ensoleillé avec quand même quelques petits nuages résiduels sur le golfe du Lion. On passe maintenant aux températures tout de suite. Les voilà, elles sont légèrement en baisse, mais elles sont encore assez agréables et au-dessus des normales saisonnières, comme on dit aussi, de 15 à 19 et même 20 et 21 degrés sur la moitié nord, 19 degrés à Paris et de 22 jusqu'à 27 degrés sur la moitié sud, j'allais oublier un petit 27 degrés également à Toulouse. Demain, notre agenda pour finir évidemment, demain sera le vendredi 10 octobre, le soleil se lèvera à 7h04, se couchera à 18h10, 3 minutes de soleil en moins, ce sera la Saint-Ghislain, bien connue. Merci beaucoup. À 23h20, après Résistance, Bernard Pradino vous présentera le dernier journal d'Antenne 2, il recevra Michel Droit. À demain 20h, bonsoir, merci.